Alors, Fred Savard qui est avec vous pour un deuxième épisode ce week-end. Et dernier épisode, épisode 39, donc dernier épisode de la saison 8. Et lui, il clôt la saison et en plus, il est tout à fait arrimé avec le calendrier puisqu'on est à quelques jours du 1er juillet. Et on va donc discuter de logement, oui, mais dans une perspective résolument féministe. Je vous raconte rapidement la genèse de cet épisode-là. On va y revenir tantôt avec les deux femmes qui seront de cet épisode. De la première partie, c'est Raquel Fernandez qui m'a écrit il y a plusieurs mois, en fait, avant Noël, pour me dire qu'elle travaillait sur un sujet assez précis. Et elle trouvait que ça serait intéressant qu'on en discute à la balado, et c'est la sécurité des femmes dans un contexte dans une perspective du logement. Puis ça a l'air absolument d'un sujet qui a l'air d'aller de soi, mais pas du tout. Et au moment où Mme Fernandez m'écrit, elle est étudiante de doctorat à la faculté d'aménagement, je reçois un courriel des éditions du Remue-Ménage qui pour m'annoncer que Camille Toffoli va sortir un essai dans quelques semaines. Là, je vous parle de ça donc à la fin de l'automne 2026 sur le logement et les femmes dans une perspective féministe. Ça s'appelle Chez elles. Alors, je me dis, mon Dieu, c'est un signe. Il faut que ces deux femmes-là se rencontrent derrière les micros de la balado. Et c'est ça qu'on a fait. On a enregistré ça il y a quelques semaines. Puis, bien sûr, c'est avant l'attentat terroriste de ce incel. Donc, encore une fois, c'est un sujet brûlant d'actualité. Les féminicides sont en hausse également. Donc, il faut réfléchir collectivement à ça. Puis, il y a des femmes qui l'ont fait. Et on va offrir donc cette réflexion-là dans cet épisode. Et on a aussi, à la fin de l'épisode, la présentation du dernier numéro qui vient de sortir de Lettres québécoises avec Nicolas Giguère, qui rend un hommage, en fait, aux éditions de l'Écrou. Donc, voilà. C'est le menu de ce dernier épisode de la saison 8. On va se retrouver à la fin, parce que je veux qu'on termine, bien sûr, en musique. Puis je pense que c'est une chanson qui va nous mettre de la joie dans le cœur, malgré tous ces sujets. Ce monde complexe et en quelque sorte extrêmement violent qui nous entoure, mais il n'y a pas que ça, bien sûr, et on va bien terminer donc cette saison 8. Alors voilà, pour l'instant, je vous propose donc cette réflexion avec Raquel Fernandez et Camille Toffoli. Voilà, bonne écoute. Raquel Fernandez, bonjour. Bonjour. Camille Toffoli. Bonjour. Bonjour. Là, c'est un épisode qui n'était pas prévu cette année pour moi. C'est même un sujet qui m'avait complètement échappé. Mais là, Raquel, on va expliquer. Vous m'avez écrit il y a plusieurs mois, je pense que c'était avant Noël. Je pense que oui. Ouais. Là, m'avait dit, moi, je suis au doctorat, je travaille sur quelque chose d'intéressant, puis je pense que ça serait intéressant pour la balado. Et j'étais intrigué. C'est rare qu'on fait ça. Puis j'adore ça. Votre parcours aussi, parlez-nous un peu de votre parcours, parce que c'est particulier. Vous avez touché les deux côtés de... Vous êtes allé dans le côté sombre de la force. Immobilière. Oui, le dark. Oui, quand même. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours. Ben, honnêtement, mon parcours commence avec la mode. Ah oui? Oui, parce que j'ai travaillé pendant 10 ans en mode. Ah ouais? Puis après ça... Qu'est-ce que vous faisiez? J'étais dans des magasins. J'étais gérante de magasins. OK. J'ai ouvert beaucoup de magasins européens, américains au Québec, actually, oui. Wow! Donc ça, c'est comme mon début. Puis après ça, j'ai été entrepreneur général pendant 15 ans. Ah ouais! Contracteur! Contractrice. Oui, contractrice. C'était l'enfer. Ah ouais! Donc oui, j'ai été entrepreneur général pendant 15 ans. En tant qu'entrepreneur général, j'ai travaillé beaucoup avec l'Office municipal d'habitation de Montréal. Ouais, J'ai fait plusieurs flips à Montréal aussi, mais j'ai travaillé beaucoup avec... Oui, je sais. Ça, j'aurais aimé ça le savoir d'avance. Avant de vous laisser entrer dans mes inspirations. OK. Aucun jugement. Non. Donc oui, mais j'ai travaillé beaucoup avec l'Office et j'ai vu plusieurs choses avec l'Office. Ouais. Et donc, ça fait un petit bout et j'ai décidé de faire une autre vie. Et donc, j'ai fermé mon entreprise. J'ai retourné à l'école en design. Ouais.
À la faculté d'aménagement? À l'UQAM, non, à okay. l'Université de Montréal, du Québec à Montréal, Ouais. et en design de l'environnement. Donc, je suis techniquement designer de l'environnement. Ouais. Et en faisant ce bac-là, il y avait comme dans la dernière année, moi, je pensais ouvrir ma compagnie de design. C'était vraiment ça le but de faire ce bac-là, sortir de la construction puis aller dans quelque chose de plus créatif. Dernière année de mon bac, il y a 2 cours qui m'ont profondément influencé sur l'aspect social du design, que j'ai fait comme déjà quand j'étais en construction, c'est quelque chose qui m'a comme un peu intéressé par rapport à comment on peut avoir un impact vis-à-vis. En fait, comment l'espace, la façon qu'on conçoit l'espace a un impact sur la vie des gens réels. Exactement. Donc, ce cours-là m'a amené à faire une maîtrise. À l'UDM, donc l'Université de Montréal en aménagement, que j'ai pas fini parce que j'ai fait un passage accéléré au doctorat. Mais la maîtrise était sur le sentiment de sécurité d'appartenance des femmes à Montréal. OK. Donc là, j'ai commencé à déjà regarder. J'ai commencé avec même les personnes queer, parce que c'est quelque chose, je m'identifie comme femme queer, donc c'est quelque chose qui m'intéressait. En plus de la femme, mais j'ai dit, tu sais quoi, c'est pas nécessairement juste les femmes queer qui ont de la misère avec leur sécurité, c'est les femmes en général. Donc, j'ai comme transféré mon sujet vers les femmes. Et quand j'ai fait le passage accéléré au doctorat, ça s'est transformé, encore une fois, par pur hasard, parce que quand j'ai commencé ma maîtrise, j'ai dit à mon directeur de thèse, Olivier Valran, j'ai dit, je veux pas travailler les habitations collectives. Je veux pas le faire. C'est quelque chose qui existe depuis les années 80. Quand on parle d'études féministes en aménagement, c'est quelque chose qui revient constamment. Je veux voir d'autres choses. OK, je comprends. C'est quoi l'aménagement féministe sans que ça soit l'habitation collective? Donc, c'était un peu ça. Finalement, c'est ça le doc, c'est ça que ça fait. Tu t'évolues dans tes lectures, puis tu évolues dans... Et j'ai dit, tu sais quoi, il y a quelque chose à faire là-dedans parce que oui, il y a eu des années 80, il y a eu un boom d'écriture, puis il y a même un petit mini-boom d'habitation collective pour femmes au Canada et au Québec. Après ça, c'est comme un vide. On n'en parle plus. À partir de 90, genre? 93, c'est comme Work Early, une académie canadienne a écrit un dernier article, puis après ça, c'était c'est vide. Puis là, on commence tranquillement avec la crise du logement et tout ça, où est-ce qu'on commence à reparler l'habitat collectif comme solution possible à vivre autrement. Et là, au moment où vous m'écrivez, il y a un essai qui sort de Camille Toffoli. En tout cas, je ne sais pas quand il est sorti exactement, mais je sais que j'ai su qu'il existait au moment. C'est fou, là. Je pense que c'est le lendemain. C'est en fin mars. Bon, voilà. Non, OK. Où je savais que ça sortait. J'avais reçu j'ai reçu l'invitation avant que mon livre sorte. Oui, c'est ça. Ah, mon Dieu. Hein? Donc, ça s'appelle Chez elle, Histoire de résistance au temps de la crise du logement. Camille Toffoli, je pense que les gens vous connaissent comme essayiste avant tout. Oui, je pense. Vous avez cofondé la librairie Le Guélium. Oui. Est-ce que vous conseillez comme libraire aussi? Ben non, parce que ça fait plusieurs années que je travaille plus comme libraire. Donc, vous partez ça, puis faites d'autres choses. Oui, ben en tout cas, plus compliqué que ça, mais voilà. Je comprends. Ça a été quoi le déclic d'écrire cet essai? En fait, moi, j'habite dans une habitation collective. Justement, j'habite en coop d'habitation. Qui fonctionne pas, il paraît. Là. On va en parler tantôt. C'est pas ça que je voulais dire. Que c'est assez défi. Voilà. Non, mais... oui, c'est ça. Donc, j'habite dans une coopérative d'habitation, puis je voulais faire un projet. En fait, c'est sûr que quand on écrit des essais, on est tout le temps un peu à l'affût d'un prochain projet. Là. Quand la switch est mise en mode écriture repensée. Puis, en fait, l'idée est venue avec une de mes amies et voisines qui a cofondé la coop, qui est dans le noyau fondateur de la coopérative où moi j'ai emménagé. J'étais la première habitante de mon logement, en fait. Wow. Donc, en 2019, on a emménagé la coopérative L'Esperluette dans Griffintown. Puis, c'est ça, mon amie me disait, elle a fondé la coop, ça faisait 10 ans avant le moment où il y a eu une entrée en logement, plus de 10 ans, entre le moment où ils ont fondé un noyau d'amis qui se disaient on va faire une coop, puis le moment où ça a existé. C'est à peu près la moyenne, 10 ans? Oui, 10 ans, je pense que c'est un peu plus long, mais en tout cas, oui, c'est ça, c'est toujours long parce que tu es avec le financement, trouver un terrain, il y a comme beaucoup d'étapes, là, ça se fait pas du jour au lendemain. Puis bref, pendant ce processus-là, elle a sélectionné, elle était sur le comité qui a sélectionné, entre autres, les membres de la coopérative. Fait que quand tu sélectionnes des membres, c'est rare, normalement, t'es les coops, ça se libère au compte-gouttes.
compte-gouttes, là, Oui, quand vraiment. on est dans une coop déjà existante, mais là, en fondant une coop de 70 logements, elle en a passé des entrevues, puis elle s'est dit « Ah, mon Dieu, mais c'est incroyable, c'est terrible, en fait, toutes les situations que des femmes locataires ont vécues, puis des situations qui, oui, auraient pu être vécues par des locataires hommes, mais t'es aussi beaucoup de situations de violence puis de précarité qui sont des formes de violence genrée. Oui. Donc, l'écriture, en tout cas, c'est ce qui est écrit au début de l'essai, ça amorce au printemps 2020. Ça devrait être 2 ans, les rencontres. Parce que vous avez rencontré, en fait, des femmes. Oui, donc c'est ça. Nous, on a fait un processus d'entrevue. On a rencontré des femmes qui habitent dans différents types de logements sociaux. Donc, autant des coops, des OBNL d'habitation que des HLM. Ça a duré à peu près, 2 ans de processus d'entrevue à travers. Fait qu'on va partir, dans le fond, Raquel, si vous le permettez, de ce qu'il y a dans l'essai et vous embarquer tant que vous voulez par rapport à... Là, vous êtes doctorant, vous n'avez pas fini. Non, j'ai pas fini. Je viens juste de finaliser mon examen de synthèse. Est-ce que ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé. C'est une grosse étape, ça. C'est la moitié. Oui, On passe au terrain. Après ça, c'est 10 ans d'écriture, de report, de trajectoire oblique, on revient, on ne sait plus, on doute. J'espère que non, honnêtement. Et vous travaillez sur quoi exactement? Moi, je travaille sur les habitations collectives pour femmes comme... solution, ou une des solutions à la crise du logement pan-canadien. Bon, je pense que ça va être une discussion intéressante. Camille Toffoli, vous dites au début de l'écriture de votre essai que votre posture d'observatrice vous est apparue inadéquate. Ça, c'est intéressant. Je vais vous développer cette idée. Oui, mais c'est que quand on écrit des essais, à la base, j'étais un peu en mode reportage. Là. Même si, oui, moi-même, j'habite dans une forme de logement social, je me disais, c'est comme si je m'incluais pas, en fait, dans le débat, ou dans le sens que j'étais comme, je veux m'intéresser à la vie d'autres femmes locataires, puis montrer ça. Et puis cette posture-là, en fait, il y a tellement, c'est tellement alarmant, la situation du logement, puis l'avenir du logement en ville en ce moment, que pour moi, juste d'être là puis de relater les histoires, ça m'apparaissait pas quelque chose qui était adéquat. Et je me dis, faut que cet essai-là serve à revendiquer autre chose, à revendiquer d'autres modèles, à dénoncer ce qui se passe. Et puis moi aussi, je travaillais comme libraire, justement, quand à Le Guélion, quand j'ai commencé le projet. Puis finalement, aujourd'hui, je travaille comme organisatrice communautaire en droit du logement. Donc, c'est un combat qui mettait le chemin entre commencer à écrire un essai puis faire ça de sa vie professionnelle. C'était pas net du jour au lendemain, mais en fait, c'est un concours de circonstances. Mais quand même, je me suis dit, ce que je peux faire de mieux, avec ce que j'ai rassemblé, c'est de faire un essai qui est revendicateur, puis qui exige autre chose, qui amène les gens à réfléchir à ce serait quoi des modèles d'habitation alternatifs. Votre essai est intéressant à plein de niveaux, mais les femmes et les parcours et les portraits que vous dressez, je trouve que c'est un procédé vraiment efficace. Évidemment, il y a des coups de gueule aussi, mais c'est qu'on va à la rencontre et en fait, vous êtes devenue militante et on se rend compte, c'est beaucoup le cas. Puis moi, c'est sûr que c'est une réflexion qui m'habite. On a perdu aussi, je pense, l'engagement collectif. On est très atomisé dans le système économique, les médias sociaux aussi, nos rapports aux écrans. Et je retrouve dans votre essai des parcours de femmes qui ont vécu certaines difficultés par rapport au logement et qui finissent par s'investir, devenir elles-mêmes militantes. Puis il y a quelque chose d'ultra inspirant là-dedans, vraiment. Mm-hmm. Oui, en fait, puis c'est ça aussi que je pense que j'ai voulu montrer dans l'essai, c'est que en ce moment, une des raisons, vous dites que l'engouement pour les mobilisations collectives, on sent que ça s'est perdu. Puis une des explications à ça, c'est entre autres le fait que la vie coûte très cher aujourd'hui, puis que pour vivre, ça prend énormément de temps. Puis je regarde, je travaille dans un comité logement, justement une organisation qui lutte pour le droit au logement. Beaucoup de comités logements ont été fondés dans les années 70-80 à Montréal. Puis à l'époque, il y avait des bases de militants qui s'impliquaient plus activement, qui mettaient beaucoup d'heures par semaine. Puis quand on regarde, mais c'est qu'à l'époque, c'était possible de travailler. Des gens choisissaient de travailler à temps partiel, de vivre dans un appart en colocation ou dans des appartements pas chers, puis de militer, de s'impliquer dans des projets qui n'étaient pas rémunérés. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Là, les gens de tous les âges, jusqu'à très tard, de très tôt, au début de la vie adulte, jusqu'à très tard, doivent travailler beaucoup. Fait que du temps pour se dire, on va s'investir dans des mobilisations collectives. Ça existe de moins en moins. Puis les femmes que j'ai rencontrées, il y en a beaucoup qui peuvent s'impliquer dans des projets parce qu'elles vivent en coop, parce qu'elles vivent en HLM, parce qu'elles vivent en OBNL, puis qu'elles payent
25% de leurs revenus pour se loger. Donc, elles n'ont pas besoin de travailler 50 heures semaine comme caissière ou peu importe pour arriver financièrement. Elles peuvent utiliser du temps pour s'investir socialement. Raquel, dans les publications, les liens de publication que vous m'avez envoyés, il y a cette réflexion que le domicile comme angle mort de la sécurité des femmes, c'est quelque chose qui vous anime, ça? C'est quelque chose qui comme pour moi, la base de ma recherche presque. Ouais. C'est comme quelque chose qui est venu encore avec les lectures, puis avec faire le lien entre ma maîtrise qui était sur le sentiment de sécurité et d'appartenance de la femme à Montréal, donc à la ville, et ce constat que toutes les recherches en sécurité ou la majorité des recherches en sécurité en aménagement se font à travers les espaces publics. Sauf que 81% des féminicides et des violences contre la femme se fait dans le domestique, dans l'espace domestique, dans le logement. Donc, pourquoi qu'on ne fait pas de la recherche sur le logement? J'en ai aucune idée. Mais c'est vraiment une de mes bases pour ça. C'est vraiment un angle mort en aménagement. Et vous l'abordez, Camille Toffoli, dans cet essai. Et on s'en rend pas compte, c'est ça la chose. Puis vous dites, il y a une phrase qui m'a vraiment frappé. L'espace médiatique est occupé presque entièrement par les propriétaires et les instances politiques qui sont souvent propriétaires. Ça, on le sait, mais quand on lit cette phrase-là, on mesure ce que ça veut dire et ce qu'on ne voit pas derrière ça, derrière ce fait-là, quand les représentants de la Corpic pleurnichent, parce qu'absolument c'est ça qu'ils font dans les médias, et on se rend compte que effectivement cet angle-là n'apparaît pas du tout de la sécurité des femmes par rapport au logement, est complètement absent. Oui, mais en fait, ça, même les personnes de gauche qui vont commenter la crise du logement, je serais curieuse de savoir quand on parle publiquement de ce sujet-là, qui est locataire, en fait. Même dans les personnes qui sont justement à gauche vont défendre le point de vue des locataires, qui est vraiment locataire, la gauche culturelle, la gauche médiatique, et quand même, j'ai pas de statistiques, mais je dirais en majorité propriétaire. C'est sûr que ça teinte le discours qu'on porte, puis... En fait, ce que j'ai voulu faire avec l'essai, c'est pas juste parler de pauvreté, mais donner aussi de la parole aux gens qui vivent la pauvreté. Puis je pense que c'est un problème aussi dans l'espace médiatique en ce moment. Faut avoir vécu des moments sur des plateaux de télévision, ce qui m'est arrivé à une époque où on m'invitait encore, pour écouter des conversations pendant les pauses. Et ça parle de flip. Ça parle d'achat, de plex. Et quand les caméras s'allument, ces gens sont vraiment... très, très soucieux de l'accès au logement, mais quand les caméras se ferment... Là, je veux pas généraliser, mais il y a... Puis ça, c'est un tabou aussi, là, je veux dire, il y a beaucoup d'argent, les salaires sont assez faramineux, c'est pour ça que beaucoup de gens font de la télé, en tout cas. Mais oui, c'est intéressant, puis à la fin de votre essai, on en reparlera peut-être, mais vous y allez aussi d'un petit... En fait, vous critiquez un certain féminisme aussi, que vous appelez le féminisme libéral. Bon, j'ouvre la porte, on y est. Qui essaie de jouer, parce que dans le fond, l'essai aussi, je le trouve intéressant parce que on essaie de réfléchir à une autre façon de se loger, à briser un peu le modèle qu'on a l'accès à la propriété, c'est un peu le Graal, puis les coops sont là, c'est un peu une espèce d'anomalie, on le sent aussi de la façon qu'on en parle, puis on l'a vu avec la réforme qui n'a pas fonctionné, du projet de loi 20, mais c'est un peu, les logements sociaux, c'est comme une anomalie, on dirait, de la façon qu'on en parle. Dans l'espace médiatique et dans la conversation démocratique en général. Avez-vous cette impression-là? C'est parce que je pense que le logement social, en ce moment, est presque inexistant pour de vrai. Donc, tu sais, on parle beaucoup dans les médias de logement dit abordable. Ça s'est fait... c'est pas arrivé de nulle part. Tu parlais tantôt des années 70 et tout ça, mais tout ça, il y a comme un timeline du logement social canadien qui est très existant, puis ça part un peu des politiques néolibérales des années 80, puis de là, mais il y a comme un désistement presque complet dans les années 90 du fédéral et même du provincial dans le logement social vers le logement dit abordable, qui est plus ou moins abordable, on s'entend, parce que c'est financé par le privé. Donc, le logement social qu'on a vu dans les années 50 et 60, qui était comme l'âge d'or du logement social au Canada, n'existe plus. Donc, il ne faut pas comme...
Oui, non, c'est vrai. Quand on regarde, il y a eu il y a du logement social, des fois, qui vont encore se financer, qui sont laissés financer, entre autres, un peu avec le règlement pour une métropole mixte qui a été aboli, là, ça le dit. C'est le 2020, ça? Oui, c'était comme, bref, il y a eu plusieurs moutures de ça, mais en gros, qui vient d'être comme défait par Ensemble Montréal. Mais c'est vrai que l'âge d'or où plusieurs coopératives ont été construites dans les années 80, financées dans les années 70-80, puis qu'il y a eu un désinvestissement graduel là, depuis dans le logement social. Puis ça fait que le problème en ce moment, puis le projet de loi 20 là, qui a fait beaucoup parler puis qui finalement vient d'être abandonné, occultait complètement le vrai problème à propos du logement social, qui est le fait qu'il n'y en a pas assez du logement social. C'est pas en libérant quelques places de personnes qui payent trop cher, parce que c'est un modèle qui est trop marginal en ce moment. Puis en ce moment, tous les débats sur « Ah oui, ça devrait être que les personnes pauvres qui sont en coop », à la base, les coops, c'était supposé être un espace qu'on disait de mixité sociale, mais aujourd'hui, c'est sûr que ça va sous le sens, dans un contexte de crise du logement, de garder ces logements-là pour des personnes à faible revenu. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autres options de logement social. Les HLM se construisent plus. Ça fait, je sais pas combien de temps, le dernier HLM qui est sorti de terre, au Québec, ça fait très longtemps. Puis ça se finance plus. Puis ce modèle-là aussi, c'est un modèle qui est associé à beaucoup de stigmatisation, les HLM, alors qu'à la base, c'est pas ça que ça devait être. Puis dans votre livre, Camille Toffoli, vous le dites, il y a une femme qui dit « Je me suis jamais sentie comme locataire dans mon HLM, j'étais une bénéficiaire. C'est quelque chose qu'on me donnait et j'étais un peu... C'était comme quelque chose d'infantilisant. J'ai toujours encore l'impression que ça aussi, c'est une anomalie, le HLM. Et dans le fond, le seul modèle, on est vraiment... c'est vraiment l'hypothèque et accéder à la propriété. Puis François Legault l'avait déjà dit, les coops, c'est injuste pour les gens qui ont des hypothèques. Il a dit ça il y a 2-3 ans. C'est pas vrai. Mais c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup aussi. Je pense que c'est ça que Camille, vous le soulignez. C'est qu'il n'y en a tellement pas beaucoup que les modèles qu'on a permettent pas une grande diversité, j'ai l'impression. Ben, je pense que, tu sais, Montréal a quand même le plus grand nombre d'HLM, je pense, au Canada. Okay. Si je ne me trompe pas. Au Québec, c'est sûr, mais je pense qu'au Canada. Donc, il y a quand même différents modèles. Ouais. Même si là, c'est un peu loin, puis je me concentre pas sur les HLM, mais il y a des maisons de ville, il y a des plus grands blocs, il y a des habitations qui sont seulement pour personnes âgées. Donc, il y a différents modèles. Okay. Il y a vraiment différentes qualités de HLM aussi. Là, les locataires en HLM, pour le dire, il y a des HLM qui peuvent avoir l'air qui viennent d'être rénovés, qui ont l'air de des petites maisons, d'autres qui auraient besoin d'amour. C'est vraiment variable. Ouais. C'est vraiment très varié. Je pense qu'il y a eu beaucoup de désordre, si je parle aménagement. Je pense que ça, c'est une opinion. C'est pas recherché pantoute. Comme j'ai dit, je me concentre pas sur les HLM, mais il y a eu, dans mon humble opinion, des erreurs d'aménagement quand les HLM ont été construits. Okay. Donc, on parle de tu sais, comme Saint-Denis ou comme des grands blocs où est-ce qu'ils ont comme mis 4 blocs ensemble. C'est une erreur. Ils ont fait ça à Montréal, ils ont fait ça aux États-Unis, ils ont fait ça en Europe. Il y en a plusieurs aux États-Unis qui ont été détruits pour X raisons. Donc, il y a eu des erreurs d'aménagement dans les années 60 quand ces constructions ont eu lieu, qui ont pas pensé. Ils ont pensé, genre, on va faire du logement social mais ils n'ont pas vraiment pensé à qui va habiter là. Puis ça, c'est un gros problème en aménagement, je pense, encore aujourd'hui. OK. Intéressant. Le logement social, on a l'impression, bon, on l'a dit tantôt, médiatiquement aussi, la façon qu'on en parle, c'est comme peut-être une anomalie. Est-ce que c'est parce que c'est beaucoup les femmes qui sont impliquées dans la gestion? Parce que vous le dites dans votre essai, c'est beaucoup les femmes qui s'occupent du logement, de trouver un logement pour leur famille. Vous relatez même qu'il y a des militants dans les comités qui disent moi, voir un homme dans nos réunions, là, je compte ça sur les doigts de la main depuis des années, et c'est un homme seul. Souvent, ils viennent avec leur conjointe, mais ça semble être une charge. C'est une tendance, mais dans un ménage où il y a un homme et une femme, souvent, ça va être majoritairement, on l'observe plus souvent les femmes qui vont prendre en charge cette affaire, la recherche de logement, remplir, surtout si la recherche de logement implique de remplir 50 000 formulaires, puis de faire des entrevues et tout. Là. Ouais. Ça, c'est très clair aussi dans la recherche. Il y a comme le patriarcat qui s'infiltre dans ces mouvements-là dits un peu progressistes et tout ça. Et les femmes prennent le travail de care, le travail de gestion, la charge émotionnelle, tout ce qui est en lien avec ce genre d'habitat collectif-là, émotionnel, relationnel. Et
beaucoup pris par la femme, même dans les recherches. En Europe, c'est beaucoup plus commun qu'ici, l'habitat collectif, puis ça ressort énormément. Et aussi, ce sont souvent elles, puis c'est Camille Toffoli, vous le dites dans votre essai, qui s'occupent de... En fait, c'est parce qu'il y a un travail bénévole quand on vit dans des organisations, des coops, entre autres. Puis ça, je pense qu'on le mesure peut-être pas bien, puis quand on va en entrevue, si on réussit à en avoir une, c'est quand même important. Puis on a essayé avec ma conjointe. Ma conjointe a habité en coop. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut... Tu sais, je parlais tantôt de notre difficulté à se percevoir collectivement capable de faire des choses. Ben, c'est aussi une façon complètement différente de vivre dans une coop d'habitation, par exemple, où il faut avoir des réunions, il faut faire des procès-verbaux, et ça, j'ai l'impression que c'est encore une fois un travail qui échoue souvent aux femmes. Est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est ça que vous avez vu dans vos observations? Ben, je pense que oui, si on fait on observe la division du travail, dans les coopératives d'habitation, il y a une partie du... Je serais pas prête à dire que les femmes font tout le travail, non. Mais que je pense que en termes, dans toutes les... En général, le travail invisible est accompli et davantage accompli par les femmes. Je pense que si on analyse dans les coops d'habitation, puis j'ai pas fait d'études exhaustives là-dessus, si on analyse qui prend les tâches comme corriger les PV, faire des choses qui sont plus du travail de care organisé, là, la fête de bon voisinage, ces choses-là. Il y a quand même une division en ces genres-là, qui va aller faire le comité entretien versus l'activité familiale. Ben, c'est sûr que c'est une division qui est souvent assez typique aussi, qui est symptomatique des dynamiques qui existent dans le reste du monde aussi. Puis mettons dans les OBNL, par exemple, où c'est pas nécessairement... Il y a juste un comité. Les gens sont pas obligés de s'impliquer, là, souvent dans les OBNL d'habitation, mais qui va être représentant des locataires. Souvent, quand on regarde, c'est plus souvent les femmes. Dans les HLM aussi, qui veut être sur le comité le comité locataire, mais ça va être aussi plus souvent les femmes, les gens qui se disent on va s'investir pour que notre milieu de vie soit plus accueillant, soit plus convivial. Ça reste quand même assez genré comme division du travail. La charge émotionnelle de la gouvernance, oui, c'est un travail de care. Donc, c'est un travail de soins qui est majoritairement féminin. Puis on sait que le care général. menace la masculinité. Bien sûr. Ça, c'est notre. Les OBNL, on n'en parle pas souvent. C'est quoi la différence? Vite, un OBNL d'habitation versus un HLM et une coop? En fait, c'est ça, une coopérative, c'est vraiment les membres qui s'occupent de la gestion des coops. Quand on est en coop, on est obligé, il n'y a pas de propriétaire, c'est la coopérative comme entité qui détient le building, puis c'est les membres qui s'impliquent, qui sont comme responsables de la gestion. Il y a un conseil d'administration où c'est que des membres locataires. Dans une OBNL, il y a différentes formes. C'est un organisme, c'est pas comme les HLM, c'est pas les offices municipaux qui possèdent, c'est comme un organisme quelconque. Il y a plusieurs OBNL. Il y en a à Montréal qui vont posséder plusieurs buildings. Des fois, ça va être un OBNL aussi qui a souvent, ils vont avoir une autre mission. Par exemple, des OBNL pour femmes seules, des OBNL pour personnes qui sortent de l'itinérance. Des fois, il y en a quelques-uns à Montréal aussi où c'est des OBNL qui ont une vocation générale ou famille. Mais là, c'est l'organisme à but non lucratif qui gère le logement. Puis des fois, dans les OBNL, c'est variable. Il va y avoir possibilité qu'il y ait des membres des locataires sur le conseil d'administration. Mais c'est pas pas toujours, non. Non, pas toujours. C'est vraiment variable d'une OBNL à l'autre. Bon, si on applique une perspective féministe, parce que vous le dites assez tôt dans votre essai qu'on n'a quasiment pas le choix d'avoir une perspective féministe quand on envisage le logement social pour les femmes? Parce que la question, Raquel l'a dit, la question du chez-soi est une question qui est profondément féministe pour moi. Comme qui a accès à un chez-soi, qui a accès dans un contexte de crise du logement où le fait d'habiter seul, c'est devenu quasiment un luxe. Dans une perspective féministe, c'est très préoccupant. Ça, en fait, il y a eu plein d'études qui démontrent qu'il y a une corrélation aussi entre l'accès au logement puis les situations de violence conjugale. Donc, c'est ça, voilà. Oui, puis je pense que la trajectoire d'une femme est très différente. Notre trajectoire, on vit plus de priorités, on vit des violences à tous les jours. Et donc, tout ça doit être pris en compte par rapport à l'accès au logement, mais à l'accès à la ville, à l'accès à comment en bicyclette, est-ce que c'est plus sécuritaire en pied? Probablement. Y a-t-il plus de femmes en bicyclette à cause que c'est plus sécuritaire qu'être à pied? Probablement. Donc, tu sais, je pense que la perspective féministe, quand on parle de logement ou en aménagement, c'est nécessaire. Sinon,
Puis comment ça s'articule? On tourne en rond. Comment on peut l'articuler? Maintenant, pour les gens qui n'ont aucune idée, c'est pour la première fois qu'ils sont confrontés à cette vision-là, parce que les gens vont dire, ben écoutez, il y a le TAL, les femmes, bon, s'ils ont les moyens, mettons qu'elles ne veulent pas acheter, elles vont louer comme tout le monde. Pourquoi les enjeux sont différents par rapport à une femme? Ben, si elles ont les moyens, juste ça, ouais. Parce qu'on n'a pas autant de moyens, ouais. On s'entend. Donc ça, c'est comme la base. Ouais. Puis là, comme j'ai dit, il y a cette partie de violence qu'on gère à tous les jours, qu'on peut nommer safety work, qu'on peut nommer n'importe... Il y a safety work, donc c'est une notion de tout ce travail invisible que les femmes font à tous les jours pour se promener, pour vivre, pour faire le travail de... Tout ça, là, tu sais, Verga l'a nommé le safety work. Donc cette idée que il faut toujours être sur ses gardes pour assurer sa sécurité? Peut-être que je le traduis pas bien, là. En tout cas, c'est une manière de voir ça, mais entre autres, une des questions que j'aborde dans l'essai qui est importante pour moi quand on pense le logement dans une optique féministe, c'est la question de la sécurité aussi dans le logement. Je parle des militantes du CAF, le Centre des femmes du Centre-Sud, qui ont fait une grosse étude sur les violences vécues par les femmes en milieu locatif. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui est... les femmes sont plus susceptibles de vivre la violence sexuelle, du harcèlement, puis entre autres, de leurs propriétaires, de leurs voisins. Fait que qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un appartement où les gens, soit notre propriétaire, le concierge, ou notre voisin, on est victime de harcèlement. Là. Si c'est notre voisin, on en parle au propriétaire, le propriétaire fait rien, puis on n'a pas les moyens de déménager parce que notre appartement est pas cher, on serait pas capable de se louer autre chose. Donc, puis souvent, il y a beaucoup de femmes qui vont se retrouver coincées, puis c'est pas exclu que des hommes puissent vivre de la violence, ce type de violence-là, mais c'est majoritairement beaucoup moins fréquent. Puis quand on parle d'itinérance, il y a plusieurs hommes qui vont sortir de l'itinérance, qui vont aller en maison de chambre, après être partie de l'itinérance, et les maisons de chambre, souvent, c'est très des endroits où les femmes se sentent pas en sécurité, elles partagent leur salle de bain, des espaces communs avec des gens. Justement, quand on parle d'itinérance, le fait, il y a beaucoup d'itinérance cachée, autant chez les hommes que chez les femmes, de gens qui vont vivre de divan en divan, mais ça, aller chez des gens qu'on connaît moyen, puis habiter dormir sur un divan, ça vient avec une forme de précarité qui est plus grande pour une femme. Vous parlez des deux, en fait, c'est dans le chapitre du jeu ou nous, Julie Leblanc et Katia Lemieux du Centre d'éducation et d'action des femmes qui rappellent le pouvoir immense d'avoir quelqu'un qui a la clé de ton domicile. Lire la phrase, j'ai réfléchi, j'ai fait... Évidemment, la plupart du temps, ça va, là. Mais reste que c'est un pouvoir immense. Oui, ça veut dire que la personne peut rentrer chez nous à n'importe quel moment. Ce qui est quand même quelque chose qu'on peut... Puis moi, je suis un homme de... alors, j'ai même pas la perspective, mais c'est ça en lisant votre essai, c'est ça qu'on comprend. C'est OK, ces enjeux-là, moi, je les avais pas réalisés, mais effectivement, c'est fou quand on y pense. Oui, puis ça, je le vois, je travaille, c'est ça, comme en comité logement où je fais de l'aide... J'aide des locataires qui vivent des situations en lien avec leur situation de locataire, justement, des enjeux légaux. Puis les gens, des fois, sont en panique parce que les propriétaires, légalement, ont le droit de rentrer chez toi s'ils t'avertissent. Même, t'es là dans la... En fait, c'est pas chez vous. Non, c'est ça, c'est chez lui. Puis c'est son droit, c'est ce droit-là qui prévaut, désolé. Puis même, t'es là, je nomme dans ce chapitre-là des situations où des propriétaires vont abuser, ils vont rentrer chez des locataires femmes puis qui vont faire du harcèlement. Mais même si on exclut le harcèlement, même si on reste dans une situation qui est légalement conforme, les propriétaires ont le droit, s'ils nous avertissent 24 heures d'avance, de dire demain après-midi, je vais venir, je vais aller vérifier la pompe, je sais pas trop quoi dans ton logement. Puis les locataires peuvent pas le refuser. Puis je me souviens, je parle régulièrement des locataires qui sont en panique, qui sont comme mais je travaille demain, puis je ne veux pas que mon propriétaire rentre chez nous, je l'aime pas, il est pas fin, il passe des commentaires désobligeants, il va comme commenter la propreté. Puis il y a quelque chose de très intrusif là-dedans, puis c'est complètement légal là, dans notre système. Vous vous rappelez qu'il y a une différence entre avoir une adresse, avoir un domicile et avoir un chez-soi. Cette réflexion-là, c'est une réflexion féministe, cette idée du chez-soi? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Je pense pas que c'est une notion féministe. Je pense que, en tout cas, ça devrait probablement pas l'être. Je pense qu'il y a une différence entre... puis là, comme j'ai dit, j'ai pas lu ton essai, mais pour moi, le chez-soi, il y a un sentiment d'appartenance qui vient avec ça. Et ça, c'est encore là une différence entre être une femme ou quelqu'un qui s'identifie comme femme et ne pas l'être une femme. Donc, il y a comme le sentiment d'appartenance où est-ce on se sent avoir le droit
d'agir sur l'environnement, que ce soit un logement ou autre, vient avec cette notion pour moi de chez soi, de se sentir bien, puis se sentir avoir l'agentivité de pouvoir avoir un impact sur mon environnement. Ouais. Donc, je sais pas si c'est comme ça que tu le... Ben oui, c'est c'est des réflexions que je partage aussi. Dans la notion de chez soi, il y a aussi la possibilité de se projeter à long terme dans un lieu. C'est quelque chose qui, dans le contexte locatif privé en ce moment, rend les choses difficiles. Les gens, même quand ils ont un appartement qui est pas cher puis qui aiment, sont comme, ben, combien de temps je vais pouvoir rester ici? C'est fou, ça pourrait être vendu, il va y avoir une reprise. Là, il y a un moratoire sur les évictions en 2027. Dans un an, en théorie, c'est fini, ce moratoire-là. Puis, les gens sont un peu à la merci de leurs propriétaires. Donc, souvent, les gens qui ont les moyens vont acheter aussi à cause de ça parce qu'ils se disent, ben, je veux pouvoir me projeter dans un lieu à long terme. Je sais pas, comment on peut changer ça et casser un peu cette façon d'entrevoir l'accès à la propriété, mais c'est ça, ces questions-là, c'est tout le temps un peu la poule ou l'œuf. C'est comme par quoi on commence, mais il faut qu'il y ait des changements systémiques. Là. C'est difficile d'agir là-dessus de manière... on peut agir là-dessus de manière individuelle, entre autres en s'engageant puis en s'intéressant aux luttes pour le droit au logement, en solidarisant aussi de ces luttes-là. Je pense qu'il y a un problème où les gens qui réussissent justement à devenir propriétaires, des fois, sont contents, sont comme, bon, mais c'est fait, c'est réglé, puis vont se désolidariser des luttes pour les droits des locataires. Puis il faut que... C'est sûr que dans un contexte où personne s'intéresse au logement social, où les gens n'en parlent pas, puis dès qu'ils peuvent être propriétaires, ils sont contents, ils arrêtent de s'intéresser aux droits du logement, ben c'est sûr que les gouvernements investiront pas là-dedans s'ils sentent pas que c'est une préoccupation collective, que c'est quelque chose que collectivement on réclame puis qu'on considère comme souhaitable pour notre société. Là. Ouais. Puis je pense aussi qu'il y a quelque chose, on mentionne beaucoup les médias et tout ça, mais il y a quelque chose un peu de... je pense pas que l'humain en tant que tel est profondément individualiste. Donc, il y a quelque chose où on parle pas de ça. Je pense que si peut-être c'est optimiste comme vision, mais je pense que la plupart des gens veulent le bien pour l'autre. Ouais. Pour vrai. Là. Ah ouais, hein? Donc, je pense que les médias, il y a quelque chose... Vous avez encore cette... Ben moi, oui, je le vois. C'est sûr que c'est pas ça qu'on voit dans les médias. Dans le média, on voit... Ouais, c'est ça l'affaire. Mais je pense que... Les médias sont pas méchants non plus. Là. Ils sont pris dans un même système. Exactement. Mais continue. Mais tu sais, comme il y a des gens comme... il y a des gens qui veulent faire du bien, mais on les voit pas souvent. Ouais. Puis c'est un peu ça. Je pense que, tu sais, j'ai eu cette conversation avec une autre étudiante à l'université, puis c'est elle qui disait ça, c'est comme, oui, mais l'humain, profondément, veut probablement, ou la plupart veulent le bien pour l'autre. Ouais. C'est juste que peut-être sont pas au courant. Ouais. C'est pas leur réalité. On le voit pas. On voit juste du négatif constamment en ce moment. C'est vraiment juste ça. Donc, c'est difficile de croire quand on voit juste du négatif. Ouais. Mais je suis convaincue que si on commence à voir comme présenter des livres, exactement, ça fait un changement. Puis moi, en tant que chercheuse, c'est quand même un peu drôle encore de dire ça, mais moi, en tant que chercheuse, la façon que je fais de la recherche, c'est pour ça. Donc, je suis ici, puis j'écris pas vraiment d'articles académiques et tout ça. Je veux parler aux gens qui ne sont pas dans l'université. Ouais. Donc, c'est vraiment... Vous considérez comme des co-chercheuses? Dans ma recherche, c'est des co-chercheuses. Les gens avec qui je travaille, je les considère comme des co-chercheuses. Je veux pas comme juste rentrer dans l'extraction par rapport à ça. Je veux vraiment que ça soit leur recherche, même dans la mobilisation des connaissances. Tout ça, ça va se faire à travers elles. C'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrale de ma recherche. Puis c'est la façon que moi, je peux faire quelque chose. Ouais. Donc, tu sais, c'est vraiment leur donner une voix, un peu comme tu as fait avec ton livre, mais à travers ma recherche. Non, mais c'est intéressant, Raquel, ce que vous dites, parce que Camille, vous le dites aussi d'une certaine façon, parce que vous vous considérez un peu comme une féministe killjoy. Parce que vous dites que... En fait, c'est que l'embourgeoisement, la gentrification, vous soulignez que c'est souvent des gens avec des bonnes intentions au départ, et que c'est l'accumulation de ces petits gestes-là dans un contexte économique qui est le nôtre, c'est-à-dire le capitalisme, qui va finir par donner les effets de l'embourgeoisement et peut-être de le souligner. J'ai peut-être mal compris ce que vous vouliez dire quand vous disiez que vous parliez des féministes killjoy, mais c'est que de le souligner, ça casse un peu le party collectif. Oui, mais puis en fait, c'est ça. Je suis d'accord que oui, la plupart des gens ont des bonnes intentions. Ouais. Je pense aussi que des fois, il y a beaucoup de distorsions cognitives quand on parle de logement. Là, genre, ça existe, là, j'en vois dans mon travail ou même dans mon entourage, pas
pas des amis, mais des gens que je finis par rencontrer, qui t'expliquent des propriétaires de gauche qui reprennent des logements pour leurs parents ou pour leurs enfants, puis et dans leur tête, là, puis là, ils expliquent pourquoi, puis là, ils vont t'expliquer pourquoi. Est-ce que finalement, il n'y avait pas vraiment le choix de faire ça? Fait que ça, je suis comme, OK, ben, il y a ce processus-là où les gens, finalement, en viennent à penser qu'il n'y avait pas le choix de faire ça, puis que c'était la bonne chose à faire, mais que peut-être que c'était plate pour l'autre personne, mais qu'il n'y avait pas tant de choix. Tu sais, c'est ça, la distorsion cognitive. Puis je parle de Sarah Schulman, qui a écrit La gentrification des esprits, puis elle appelle ça genre, le bonheur gentrifié, puis elle se dit, ah oui, c'est ce moment-là où tu es dans un milieu où les gens ont tellement le même niveau de vie, puis le même mindset que toi, que tu penses que tu peux pas faire autre chose que c'est dans l'ordre des choses. Que c'est dans l'ordre des choses, justement, cette chose-là, qui, pour des gens d'une autre classe sociale ou d'un autre milieu, apparaît comme impensable. Puis moi, je regarde ça de l'autre côté du droit. Tu sais, des gens qui vont dire, des propriétaires de duplex qui se disent de gauche, qui sont, je sais pas, le prof de cégep en sciences humaines, puis qui finalement se disent que c'est correct de reprendre le logement pour quelqu'un de leur famille. Ben, moi, je trouve que c'est une aberration de ce côté-là, mais pour eux, dans leur idée, ça devient comme... C'est dans l'ordre des choses, puis on a le droit de le faire. Mon ancien propriétaire, professeur, je le nommerai pas, là, mais professeur de sociologie au collégial, nous, en venant préparer le Plex pour sa vente imminente, nous rappelait que lui était chanceux, avec les loyers, il pouvait payer les hypothèques et son épicerie, ce qui lui permettait de ne pas toucher à son salaire pour la nourriture. Puis là, il dit ça, mais dans sa tête, c'est même pas mesquin, là. Non. C'est dans là, il est célibataire, donc un seul salaire pour acheter... Bon, et c'est dans l'ordre des choses. Ouais. C'est fou, ça. J'entends souvent des propriétaires, où on me rapporte des paroles de propriétaires qui disent « Je fais pas de profit avec mon triplex. Les logements, mes loyers sont tellement pas chers. Ce que je charge, que je fais pas de profit. » Je dis « Mais oui, mais ton triplex, il va valoir combien dans 20 ans? C'est pas vrai que tu fais pas de profit. C'est ta retraite puis celle de tes enfants. » Là. Tant qu'il est pas vendu, tu fais pas de profit, mais quand tu vas le vendre, c'est ça. Ouais. Je veux lire un extrait, parce que il y a ça aussi, il y a cette partie sur la gentrification, et c'est en page 62. C'est Danielle, je crois, qui est brigadière. Oui, non, c'est Henri. C'est Henri, et c'est vraiment intéressant parce que on oublie que c'est ça, la gentrification. Là, on a l'autre côté. C'est terrible de sentir que notre présence dérange dans un endroit où on a vécu toute notre vie. C'est terrible de sentir que notre chez-soi est considéré comme un taudis qui devrait disparaître. Ce taudis n'est peut-être pas au goût du jour, mais il raconte l'histoire du quartier, notre histoire à nous. Et lorsqu'on le met à terre, c'est cette histoire-là aussi qu'on détruit. Contrairement à ce que certains disent, ce n'est pas l'arrivée de personnes immigrantes qui dénaturent un quartier. Les étrangers, ce sont celles qui vivent dans leur tour à condo et méprisent le monde de la place. Ça peut pas mieux résumer la violence de la gentrification. Et j'aimais bien cette idée de la perception des taudis, parce que ça aussi, là, je veux pas faire une fixation sur les médias, mais ils façonnent un peu notre façon de voir le monde. Non, c'est ça. Le logement, c'est à passer d'un droit, entre guillemets, humain, au Canada spécifiquement, à un droit immobilier. Donc, on est dans la spéculation, on est dans la financiarisation. C'est un objet de financement de retraite, de financement. Donc là, ça, c'est comme, on se l'aura pas, là, c'est ça le logement. La propriété en ce moment, la façon que, je dirais, la majorité des gens la voient, c'est ça. C'est un investissement. Dans tout ça, je pense qu'il y a de la nuance par rapport à qui veut accéder à ça. Je pense que c'est vraiment plus c'est sociétal. C'est le patriarcat à 100%, cette idée-là du logement. Mes parents, ils ont immigré ici à 17 ans, mon père. Et votre père avait 17 ans quand il est arrivé? Non, à 17 ans, il a immigré ici. Oui, c'est ça, OK. Donc, il s'est en allé de l'Espagne. Très, très pauvre. Donc, il fuyait le régime de Franco? Exactement. Donc, cette histoire immigrante ajoute de la nuance à cette histoire d'investissement immobilier. Donc, mon père, il a réussi à sortir de cette précarité-là à travers l'immobilier. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bon? Il y a plein de choses à décortiquer là. Mais lui, il est rentré dans son engrenage de capitaliste. Il est devenu un propriétaire de porte? Il est devenu un propriétaire de porte. Avec plein de bonnes intentions. Mais un excellent propriétaire, je connais mon père. Vous n'avez pas de recul là, sur votre père. J'ai aucun recul sur mon père. Mais il n'a jamais investi quelqu'un. OK. OK. Donc,
sais, il y a comme de la nuance Oui, bien sûr. à tout On démonise pas la propriété. Non, mais c'est moi-même, ça, là. exact. C'est quand même différent être propriétaire, occupant, propriétaire, locataire. totalement. Aussi, c'est pas la même chose exactement non plus. Là. Totalement. Ouais. Moi aussi, il y a vraiment beaucoup de nuances. Oui. Puis, tu sais, quand vous avez dit Feminist Killjoy, tu sais, ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'on est là pour ça. Puis je pense que honnêtement, moi, je suis un peu plus... je vais y aller un peu plus loin. Puis je pense que la féministe ou les féministes, c'est des Killjoy. Ah oui. Oui. Like, puis Sarah Ahmed l'a vraiment bien nommé. Ça peut être là. très agréable d'être Killjoy. Ben, pour soi-même, oui. moi, j'aille pas ça, être Killjoy. Donc, c'est ça. Je voulais juste comme nuancer que des fois, on rentre dans cet engrenage-là, puis on voit pas d'autres sorties. Non. Like, c'est ça l'affaire, c'est que des fois, on voit pas d'autres sorties. Puis moi, je suis le résultat des choix de mes parents. Ouais. Moi, je suis apte, puis j'ai presque le privilège à pouvoir voir d'autres sorties. Oui, Mais si tu sais, like... Est-ce que votre père est encore vivant? Mon père est encore vivant. Est-ce qu'il y a encore son parc immobilier? Non, là, il est retraité. Il y a... Attendez-vous, en fait, d'hériter de 400 portes Je m'attends de rien, parce que je sais pas... pour les transformer en milieu collectif pour les femmes? Je m'attends à rien, honnêtement. C'est un peu personnel, mais Oui, bien sûr. je sais pas, honnêtement. C'est un peu personnel. Je m'attends pas à ça. Je suis vraiment à une autre... Ben oui, bien sûr. Je faisais une blague. quelque chose que... Raquel, vous dites dans vos travaux, je ne sais pas si c'est ce qui vous occupe actuellement, vous l'avez fait, mais vous dites qu'il y a quand même des défis par rapport aux habitations collectives pour femmes. Ouais. Ça, est-ce que c'est ce que vous avez observé? Non, je commence mon terrain là. OK. Donc Partout au Canada? Partout au Canada. Wow. Je fais une recherche pan-canadienne. Je commence mon terrain là. J'ai fait des entrevues préliminaires à travers mon doctorat. La littérature, c'est ça. Moi, je me base beaucoup sur la littérature parce que j'ai pas encore fait mon terrain. Mais oui, il y a c'est pas des utopies résidentielles. Mais avant d'aller plus loin, est-ce qu'on a des chiffres sur la proportion de ces habitations collectives pour femmes? Est-ce qu'on sait combien il y en a? Est-ce qu'on sait si... Ben, le répertoire que j'ai commencé en 2025, si on inclut les OBNL, donc le Y des femmes et tout ça, il y en a quand même plusieurs. Ouais. Si on exclut ces OBNL-là, je dirais qu'il y a comme une vingtaine au Canada. OK. Fait que c'est encore... il y en a pas beaucoup, là. Qui sont spécifiquement pour femmes, là? Ouais. Non, c'est Non, quand il y en même a pas assez marginal. Ouais. Est-ce que c'est difficile de les mettre sur pied? Est-ce que sur le plan juridique, est-ce qu'il y a C'est très difficile. En discussion avec la Maison des Rebelles, qui est une coopérative pour lesbiennes âgées à Montréal, et ça leur a pris 10 ans faire ce projet-là. Puis j'ai parlé aussi avec un autre projet où est-ce que... Puis je veux pas les nommer parce qu'ils sont un peu moins... Elles existent. Elles existent. Ouais. Ça leur aussi a pris 10 ans. Puis c'était prenez ça ou prenez rien. Donc, on est encore dans l'aménagement ou dans une forme d'aménagement qui n'est pas pour elles. Ouais. C'est vous avez ça ou rien. Ou rien. Donc, c'est un peu ça aussi que je veux regarder à travers. Puis c'est pour ça aussi que je travaille les habitations collectives pour femmes parce que je veux comme un peu sortir... je pense que ça va me donner plus d'informations que je vais après pouvoir amener à l'habitation collective en général, mais je veux pas nécessairement gérer dans ma recherche le genre, comme la relation de genre qui va comme... Je veux juste voir qu'est-ce qui se passe dans ces habitations-là relationnellement. Et les défis seraient de quel ordre? Ben, c'est beaucoup le relationnel. Donc, qui gère quoi? Ouais. Puis, j'ai même dans une des habitations... C'est la résidente qui l'a dit que le patriarcat rentre dans le système. Donc, juste parce qu'on est 30 femmes, ça veut pas dire qu'on n'est pas influencé par l'extérieur, même en tant que femme. Donc, puis il y a aussi beaucoup de commentaires. Attends, comment ça se manifeste? Ben, il y a des rapports de pouvoir. Ouais. Il y a des rapports de pouvoir dans ces environnements-là assez extrêmes. Des fois, violents. Ouais. Donc, c'est ça, c'est pas parce que c'est entre femmes que la société, les rapports social n'existent plus. Le pouvoir existe à l'extérieur du patriarcat de toute façon. Là, je veux dire, je pense que c'est... Non? Je sais pas. C'est dur à dire, hein? C'est dur à dire. Je pense que... puis je suis pas... Je suis pas non, en études féministes, on discute. Mais je pense que
patriarcat, puis même, tu sais, en général, on a de la misère à le nommer, là. Le fait qu'on nomme patriarcat, c'est déjà comme un peu radical. Ouais. Donc, ça le dit. J'ai déjà des courriels qui rentrent, puis l'épisode n'est même pas en ligne. Ça le dit déjà. Tu sais, c'est comme un mauvais mot. On n'a pas le droit de dire patriarcat, puis on n'a pas le droit de dire lesbienne. Donc, mais je pense que oui. Je pense que c'est... Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? À propos de quoi? Est-ce que le pouvoir est... exclusivement patriarcal? Ouais. Ben, moi, je suis pas d'accord. C'est un point de vue, mais en termes intéressants, justement, la question des femmes locataires, les femmes sont aussi victimes du capitalisme. C'est vraiment à l'intersection. Le sexisme ou genre les discriminations que les femmes locataires vivent sont vraiment à l'intersection des violences économiques qui sont perpétuées par nos systèmes néolibéraux. Puis où justement le système locatif est privé. Là, fait que c'est comme clairement des différents rapports de force aussi. Les femmes racisées vivent plus de violence. Il fait que c'est à l'intersection de plein de types de discrimination qui finalement convergent dans un même sens puis s'inscrivent dans une même logique. Là, mais Est-ce qu'on a des modèles, je ne sais pas si vous avez eu le loisir de regarder ce qui se fait ailleurs, est-ce qu'on pourrait dire là-bas, ce pays, cette région, ils font des choses dont on devrait s'inspirer? Je dirais que dans mes recherches, l'Espagne, les pays scandinaves, à Vienne, il y a des projets super intéressants. Le Vermont, c'est souvent les mêmes. Là. Le Vermont? Bernie Sanders a fait ça au Vermont. Non, mais il y a vraiment des projets comme je nomme il y a une compagnie d'architecture qui fait beaucoup de logements collectifs en Espagne, la Borda, qui sont des projets hyper intéressants. Ouais. Super intéressants. Ils viennent toujours d'en faire un pour la communauté queer à Barcelone. Est-ce que dans ces projets-là, tout est parfait? Probablement pas. Des études déjà qui sont quand même assez récentes parce que les projets sont récents, ils abordent déjà ce genre de rôle le rôle genré qui rentre dans ces projets-là qui sont comme un peu idéalisés. Est-ce qu'on peut prendre des bonnes choses de ces projets-là? Certainement, mais ils sont pas parfaits. Mais oui, l'Europe est pas mal plus avancée que le Canada, je dirais, en tant que projet utopique de l'habitation collective. Mais l'Espagne, ces temps-ci, là, je regarde ce qui se passe. La réaction qu'ils ont eue envers Donald Trump, envers ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie, ça donne envie de déménager. Il se passe des belles choses en Espagne. Mais pourquoi? C'est aussi un des pays les plus machistes au monde. Donc, il faut encore relativiser. Je pense que c'est un des pays qui reste en Europe où est-ce qu'il y a le plus de féminicides. Donc... Right? Mais... J'essaie de lancer des fleurs, là. Oui, mais c'est qu'est-ce qui se passe en logement collectif en Espagne? C'est vraiment cool. C'est vraiment des beaux projets avec... Ils prennent l'intersectionnalité à cœur. Il y a le mouvement très communautaire, très actif. Ça, en Europe, je sais que le communautaire, même les occupations illégales sont tolérées. Il y a même des communautés qui s'organisent. Le phénomène des squats, en fait, c'est encore là. Je sais pas en Espagne, mais je sais qu'ailleurs, en Europe... En Espagne, c'est super... ça divise en ce moment la société parce que si tu rentres dans un logement qui est vide, tu peux rester là. Sans comme... Il y a comme... C'est impossible de sortir. Faut qu'il y ait des logements vides, par exemple? Oui, mais c'est parce que ça crée beaucoup... En ce moment, ça crée vraiment une polémie en Espagne par rapport à ça. Il y a comme plusieurs points de vue par rapport... Mais c'est parce que si les gens rentrent dans un logement, c'est probablement parce qu'ils en ont besoin. Donc, il y a comme... C'est très, encore une fois, nuancé dans tout ça, mais... C'est fatigant, ça. Caroline! Camille Toffoli, je veux qu'on vienne. Je l'ai abordé. On va rester dans votre rôle de féministe Killjoy. Vous lancez une petite pointe au discours féministe libéraux. Oui. Est-ce que c'est la bonne traduction? Libéraux? Parce qu'en fait, c'est liberal en anglais. En français, on dit féminisme libéral. Ouais. OK. Ouais. Vous dites qu'il y a un encouragement à jouer le jeu, en fait, du capitalisme, qui est peut-être contre-productif. J'essaie de le dire. Dans le discours féministe libéral? Oui, puis ça, c'est une opinion qui dépasse ce que j'écris, la question du logement qui dépasse ce que j'écris dans le livre. C'est l'idée que les femmes, en jouant le jeu du capitalisme, peuvent justement s'en tirer. Les féministes, les icônes de féministes libérales, c'est des femmes qu'on dit « Ah, c'est merveilleux, elles ont réussi, elles ont eu une grande carrière. » La madame des Hôtels Germain, Lise Wattier au Québec. Peu importe, voilà. Puis l'idée comme
qu'on devrait saluer le succès des Oui. femmes, le succès à tous les niveaux. Outre le succès économique, c'est aussi un héritage d'une pensée féministe libérale. Puis c'est comme une pensée qui n'est pas basée sur la solidarité, c'est une pensée qui fait abstraction des inégalités de classe, des inégalités économiques. Là. Et à la toute fin de votre essai, et on va terminer avec cette idée qui moi-même, je me suis laissé prendre au jeu. Faudrait arrêter de parler de crise du logement. Vous revendiquez ça un peu parce que dans le fond, c'est un peu l'état perpétuel du marché immobilier. Ouais, c'est quand on parle de créer le discours autour de la crise du logement, quand on dit la crise, c'est comme si quelque chose d'exceptionnel était arrivé, mais en fait, c'est une crise, dans ce contexte-là, c'est juste une accélération ou comme une intensification de processus économiques qui existaient déjà, puis qui étaient comme complètement... t'es orchestré dans un contexte de logement privé, c'est inévitable que des contextes de pénurie. Je pense que on aime mieux parler de... En fait, on les veut. De pénurie de logements abordables. C'est plus de ça qu'on devrait parler. Puis c'est que les gouvernements vont beaucoup utiliser le terme crise, puis ils vont comme développer une rhétorique autour de ça où ils se déresponsabilisent comme si c'était quelque chose qui était pas, dont ils n'étaient pas responsables. Mais en fait, les gouvernements auraient pu éviter la situation en mettant des législations efficaces en place, en mettant un gel, un contrôle des loyers efficace, en gelant les loyers. C'est des choses qui auraient pu être faites que les gouvernements font pas, puis après ça, ils parlent de crise comme si c'était quelque chose dans lequel on se trouvait tous, puis qu'ils n'avaient pas été directement responsables de cette crise-là. Et qu'il suffit de mettre de côté un 10 millions pour aider les gens qui vont être pris dans la crise du 1er juillet, puis après ça, on s'en ramène. C'est fini, puis le discours autour de la crise occulte le fait que pour les personnes précaires économiquement, la difficulté de se loger, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Je veux dire, moi, je m'intéressais à la question du logement avant, quand même, c'est comme une question qui m'intéressait même avant qu'on parle de crise du logement, puis en fait, même, c'est apparu dans les médias, quand on commençait le projet, oui, on parlait du fait que le logement était de plus en plus cher à Montréal avant, mais c'était quand même, il y a quand même eu un tournant autour de 2020, autour de la pandémie, pendant la période de la pandémie, où on s'est mis à parler juste de ça. Puis, en fait, ce qui est problématique, c'est qu'on s'intéresse à ça parce que maintenant, des gens qui font 60 000 par année ont de la misère à se loger. Je le vois au travail, des personnes une mère monoparentale qui fait 70 000 par année, puis qui a 2 enfants, puis qui doit trouver un logement pour tout le monde, va avoir un gros taux d'effort, donc une grosse partie de son revenu qu'elle va utiliser pour se loger. Fait que là, tout d'un coup, on en parle, mais en fait, les personnes qui vivent sur l'aide sociale, les personnes à faible revenu, qui travaillent au salaire minimum, ont de la misère à se loger depuis bien avant qu'on parle de crise. Je pense que tu as 100% raison, puis ça m'a comme allumé quelque chose en ce moment. C'est parce qu'on parle souvent on met des buzzwords sur des choses, puis là, on oublie qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Puis là, c'est une super bonne façon de comme oublier toutes les rapports sociaux et tout comme le reste en arrière de ça, puis on parle juste de crise dans le logement comme si c'est quelque chose qui est comme à l'extérieur de nous. Mais c'est vraiment quelque chose qui, comme tu as dit, ça appartient à tout le monde, cette crise-là. C'est pas quelque chose qui est comme à l'extérieur de nous. Puis c'est pas arrivé de nulle part, comme j'ai dit. C'est vraiment comme arrivé de décisions fédérales, gouvernementales depuis... C'est aussi que quand ça va être réglé, c'est que on va décrire cette crise-là comme on est sorti de cette crise-là parce que le taux d'inoccupation, le taux d'inoccupation est en train de remonter. On va dire voilà, on en est sorti. En fait, non, on s'est pas sorti de cette crise-là ensemble. Le fait, dans la réalité, des gens vont s'être beaucoup enrichis autour de cette crise-là, puis là, on va en parler comme si c'était une chose heureuse qu'on en soit sorti. C'est une façon vraiment facile de donner comme de buzzword à ça, de déshumaniser qu'est-ce qui se passe pour de vrai, puis oublier qu'il y a des gens en arrière de tout ça qui ont besoin de logement. Je ne vais pas critiquer encore les médias, mais je vais le faire. Je suis un killjoy de médias, moi. Mais l'itinérance est à chaque jour dans les médias. Il y a toujours un texte, et on ne fait jamais le lien avec le système locatif de propriété. Jamais. C'est comme si c'était toujours des pokés. Il y a plus de pokés qu'avant. Quand tu finis l'article, là, il y a plus de pokés. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis on est dans une époque aussi où le nationalisme est redevenu à la mode chez nos gouvernements, autant la CAQ et peut-être bientôt le PQ, mais on fait pas le lien. C'est-à-dire que la langue, le français est menacé, mais loger les gens qui font partie de cette supposée nation, c'est comme un angle mort aussi. C'est vraiment juste, il faut pas que le français recule. Puis il faut qu'on trouve nos séries télé à Netflix. Le nationalisme, il va au-delà de... merci, Camille Toffoli. Merci pour cet essai chez elle. Merci d'être venue à la balado. Et Raquel Fernandez, merci. C'est grâce à vous qu'on a fait cette discussion-là. Merci. Et on va vous retrouver à la fin de vos travaux. Vous êtes obligé de venir faire la mobilisation des savoirs. Moi, j'ai un autre podcast qui s'appelle On a fait nos recherches,
qui ne fait que de la mobilisation des savoirs. Bon. Si vous avez un peu de budget, là, on pourra en discuter parce que Ben, moi, faut que je paye mon hypothèque. Hein. Oui, puis j'aimerais Très cher. ça faire ça avec, si c'est possible, avec des participantes. Je pense que ce serait encore plus pertinent. Mais ça, je vous relance. OK, là, on brainstorm. Là. Mais oui. Parce que moi, tous ces portraits-là dans votre livre, Camille, j'aimerais ça les entendre. Autour d'une table avec des micros. Entendre ces personnes-là? Oui. Ouais. Ben oui. Je Elles sont pense très que ça intéressantes. Ça serait vraiment... Ouais, OK. Ouais. Donc, on va se revoir. Nicolas Giguère, bonjour! Bonjour. On se retrouve. Absolument, absolument. C'est ça vous là fait le dernier plaisir. numéro? Je me rappelle plus. Non, je pense que c'était avec Mégane. En fait, Ah oui, non, nous c'est vrai. étions là. C'est vrai, les deux, vous étiez là. Voilà. Absolument. À nos bureaux. Oui, à vos luxueux bureaux, mais là, avec les vacances qui s'en viennent, on a fait ça chez moi, finalement, cette journée extrêmement pluvieuse. Et là, ça va être nouveau, parce que normalement, je reçois le numéro d'avance, je le lis, mais là, il y a eu un problème, parce que j'ai déménagé. Oui. Et en fait, Et je pense que j'ai oublié de vous le dire. Fait que là, vous avez envoyé le numéro à mon ancienne adresse, c'est revenu. Absolument, il est revenu à nos Puis bureaux. là, je ne l'ai pas lu encore pour en faire la présentation. Fait que dans le fond, c'est vous. En fait, je vais découvrir le numéro en même temps que les auditeurs grâce à vous. J'avais vu sur les réseaux sociaux, par contre, la couverture de ce numéro 201 de Lettres québécoises, l'écrou, la bolt qui manquait. Est-ce qu'il y a eu des discussions sur est-ce qu'on utilise ou non un anglicisme pour l'écrou? Parce que la couverture est extraordinaire. La couverture est extraordinaire. Il n'y a pas eu de grande discussion, en fait, du côté, justement, à savoir est-ce qu'on utilise l'anglicisme. La bolt. La Bolt, ça va avec l'écrou aussi. Oui, ça oui. va avec l'esprit de la maison d'édition, donc qui publiait justement une poésie assez brute, Ouais. qui faisait volontiers justement, donc qui publiait donc des écritures assez près, justement, Urbaine, franglais. près de l'oralité, donc truffées, disons, de sacre, d'anglicisme. Ça va tout à fait dans ce sens-là. Et bon, bien sûr, on a cette couverture qui est l'œuvre de Miville Deschênes. Oui. Donc, une tête de mort avec un écrou Attendez. entre les dents. En fait, c'est l'un des responsables, en fait, de plusieurs des couvertures des éditions de l'écrou. Et ce qu'il a fait, c'est absolument extraordinaire, c'est que pour la couverture et tout le dossier, il a récupéré les couleurs, Ah ouais. en fait, Ah des oui. couvertures. Ah Donc, ce ouais. qu'on retrouve en couverture présentement, c'est, je crois, l'espèce de jaune-vert utilisé pour l'un des recueils d'Alexandre Deschênes. Oui. Donc, il a repris les couleurs avec aussi des illustrations qui rappelaient justement celles qu'on retrouvait en Wow. couverture. Et c'est des couvertures, en fait, lorsqu'on regarde justement des livres de l'écrou encore aujourd'hui, qui ressortent tout de suite dans une étagère de librairie. Mais là, Nicolas Giguère, on rappelle, vous êtes co-directeur, Oui, éditeur. rédacteur, co-rédacteur. Bon, je suis toujours perdu parce que d'une revue à l'autre, les dénominations changent. Pas de problème. J'imagine qu'il y a des mauvaises langues qui ont dû dire « Ah, je trouve que les Québécois sont rendus pas mal guidounes là, avec des vedettes en couverture. » Là, je pense qu'on peut faire taire toutes ces critiques-là en mettant un front, là, je vais y aller avec un autre anglicisme, d'une maison d'édition dédiée à la poésie. Absolument, dédié à la poésie, avec un esprit très punk, underground Ouais. aussi, mais qui, justement, est devenu populaire, particulièrement, je pense aussi, chez les poètes de la jeune génération. C'est une maison qui est allée vraiment les chercher, qui a fait connaître la poésie de façon aussi générale. On doit même parler de la défunte maison d'édition de l'Écrou. Mais en fait, la maison, donc, elle n'existe plus. C'est une maison qui est récente, OK. qui a vraiment marqué la poésie québécoise puis la littérature québécoise, qui a été créée par, en fait, un tandem, Carl Bessette et Jean-Sébastien Larouche. Ah ouais, J'ai ouais. envie de dire le regretté Jean-Sébastien Ouais, Larouche. ouais, hein, c'est donc, vrai, il c'est est vrai, c'est décédé. Il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, lors, en fait. Donc, c'était au tout début du Salon du Livre de Montréal. Et on a laissé retomber la poussière. Et pour nous, donc, Mégane et moi, Mégane Desrosiers, ma collègue, c'était extrêmement important de parler de cette maison. On ne peut certainement pas, à Lettres québécoises, en parler de toutes les maisons, par exemple, qui fêtent leur anniversaire ou les auteurs, autrices disparus. Mais là, l'écrou, il y avait quelque chose. La poussière avait peut-être eu le temps de décanter et je me rends compte aussi, et après le lancement qui a eu lieu au Port de Tête, c'est un dossier, je pense, qui était nécessaire, qui a mis un baume, mais je pense, ne serait-ce que pour les auteurs, autrices de la maison, c'est venu peut-être calmer quelque chose, ça répondait à un besoin, ça leur a permis aussi de s'exprimer. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un enregistrement à Québec avec Catherine Dorion et Simon-Pierre Baudet. Il y avait les gens de Moult d'édition. Puis on a discuté après l'enregistrement de la difficulté
d'avoir une maison d'édition dédiée à des œuvres ou des parcours différents de ce qui se trouve dans le marché de l'édition québécois. Puis, tu sais, on pense que les subventions sont faciles à avoir et il suffit d'en faire la demande. Tout ça. C'est vraiment plus complexe que ça. Est-ce que je me trompe pour ce qui est des gens des éditions de l'Écrou, il y a eu cette problématique, en fait, de voir comment on continue à être tellement différent de ce qu'on retrouve présentement dans le milieu de l'édition. En fait, c'est que l'Écrou, si je ne me trompe pas, donc les fondateurs à l'époque avaient présenté une demande de subvention qui avait été refusée. Ouais. Et là, ils étaient, je pense, un peu un point tournant. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue de faire les choses à notre façon? À bout de bras aussi, il faut le dire. L'Écrou, ça a été porté par les auteurs-autrices, mais Jean-Sébastien et Carl Bessette qui ont vraiment porté ça à bout de bras, c'est-à-dire qui organisaient des soirées, qui comptaient pas les heures, qui tenaient les kiosques de vente, qui étaient là lors des salons du livre, qui travaillaient les manuscrits aussi de façon, pour ainsi dire, bénévole. Ils ne gardaient pas de cote là-dessus. Et c'est une aventure formidable. Donc, on parle quand même, 10-12 ans de poésie et 10-12 ans aussi de poésie fait à la façon justement des fondateurs de l'Écrou, des gens aussi qui ont pris totalement des risques. En fait, ce qu'ils ont publié, Larouche sauf exception, Larouche et Bessette, j'exclus Fernand Durpeau, donc qui est Mourir m'arrive. C'est un recueil, donc Fernand Durpeau, c'est un auteur en fait qui avait déjà, disons, quelques publications derrière lui, mais c'est des auteurs, des autrices qui en étaient à leur début. C'était tous, donc, des primo-poètes, comme on appelle. Ah, on appelle ça comme ça? Oui, comme on peut dire primo-romancier, primo-romancière, primo-poète, donc des poètes qui en sont à leur première publication, et c'est qu'aujourd'hui, tous ces auteurs, toutes ces autrices, sauf exception, justement, ont publié ensuite ailleurs, continuent leur chemin. Des noms, peut-être? On pense à Emmanuel Deraps, qui a remporté récemment le prix Émile-Néligan. On pense à Daniel Leblanc-Poirier. On pense à Jean-Christophe Réel aussi, qui a fait Maude Veilleux. Marie Darcini, qui a publié ensuite au Remue-Ménage. Philippe Chagnon aussi. Emmanuel Riendeau. Alexandre Dosti, donc, qui est maintenant aussi, entre autres, dans le milieu du cinéma, du théâtre. Donc, des gens vraiment qui font partie du milieu littéraire. Un incubateur, en fait. Absolument. Et qui ont pris le risque de publier seulement des nouvelles voix, alors que d'autres maisons, en fait, les maisons de l'époque, soit les refusaient ou n'étaient pas intéressés. Moi, je pense que s'il n'y avait pas eu l'Écrou, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas les Maude Veilleux, Emmanuel Deraps, Virginie Bourgardé, ou peut-être qu'on aurait aussi ces voix-là dans le milieu littéraire, mais autrement, ailleurs. L'Écrou est arrivé à un bon moment. C'était vraiment incubateur, c'est tout à fait le bon mot. Comment se porte la poésie aujourd'hui? Sachant que l'Écrou n'est plus là, il y a d'autres maisons d'édition. Est-ce qu'on peut dire qu'en 2026, au Québec, le milieu de la poésie est un milieu en santé, un milieu foisonnant, un milieu en maturité? Pour moi qui n'ai pas lecteur, là. Absolument. Moi, je dirais oui, elle est en santé. Elle est aussi donc dans une belle phase de maturité. Il y a des maisons, et ça, c'est malheureux, c'est selon les aléas justement de la vie éditoriale. Des maisons apparaissent, disparaissent. Mais ce qu'on remarque justement, c'est que oui, peut-être l'Écrou, donc la maison en tant que telle n'existe plus, mais les auteurs, les autrices, leur voix, elle, reste. Donc, ce sont des auteurs, des autrices qui continuent de publier dans des revues, d'autres maisons d'édition. Ce sont aussi des voix, des écritures qui ont donné envie à de jeunes auteurs, de jeunes poètes aussi d'écrire. Et là, qu'on découvre, que ce soit par exemple chez Hurlante Éditrice, aux éditions de ta mère, à Loi de Cravant, aux Herbes Rouges, ailleurs. Donc, l'esprit de l'Écrou est certainement encore là. Et du côté de la poésie, mais autant des auteurs, des autrices très chevronnés, Louise Dupré, Denise Desautels, continuent justement de produire, mais il y a également une relève qui est assurée. Est-ce qu'on parle du cahier création? Parce que souvent, là c'est parce que je l'ai pas lu. Souvent, on n'en parle pas souvent, en fait, quand on présente les dossiers ici. On dit qu'ils existent, mais c'est rare qu'on y plonge. Puis là, je vais profiter du fait que vous connaissez bien le numéro pour nous parler de ce cahier création.
Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Oui, je vais le tourner. Oui, c'est ça. Je ne peux pas tout faire, là. Il n'y a pas de problème. En fait, il est quelques pages avant. Oui, en fait, là, c'est parce que je suis dans la section critique. avant. Oui, voilà. Excusez. En fait, le cahier création, pour cette fois-ci, Mégane et moi, ce qu'on a décidé de faire, c'est de l'inscrire en continuité avec le dossier sur l'écrou. Donc, on ne pouvait pas publier tout le monde. L'écrou, c'est quand même plusieurs auteurs-autrices. Et là, on s'est dit, on pourrait donner la parole dans le cahier création à des auteurs aussi, autrices de l'écrou. Attendez, est-ce que ça, normalement, est-ce que le cahier création est toujours complètement indépendant de la thématique? Ou... Généralement, Fait que oui. là, vous avez décidé de... Il y a un concept, là. Il y a un concept. On l'avait fait aussi pour le numéro 200. Oui. Donc, on avait demandé, en fait, aux gens donc, du cahier création et même du cahier littéraire d'inscrire leur texte, en fait, sous la thématique de la célébration de la fête. Oui, voilà. Et là, on s'est dit, le cahier création, pourquoi pas, justement, aller du côté de l'écrou? Donc, la poète en vedette, c'est Rose-Élie Siri qui a publié 2 recueils à l'écrou. Et elle a été photographiée par Alain Lefebvre, notre collaborateur habituel. C'est une magnifique photo et des textes tout aussi magnifiques. Ouais. En prose, on a Alice Rivard qui a publié aussi donc, un recueil de poésie à l'écrou et récemment aussi un roman aux herbes rouges. Oui. On a Baron Marc-André Lévesque, que moi j'adore, donc qui propose un labo. Donc, ce sont des textes en exploréen. Donc, on pourrait dire, disons, en langue qui rappelle, on pourrait dire l'exploréen de Claude Gauvreau. Oui. C'est extrêmement drôle. C'est à lire, je vous dirais, à haute voix. C'est une belle expérience. Et au tout début, donc, il y a, on pourrait dire, une espèce de texte de réflexion, mais très Baron Marc-André Lévesque, c'est-à-dire très humoristique, dans lequel il explique un peu sa démarche. Est-ce que je peux lire un extrait? Absolument, allez-y. Je l'ai devant ici. Ce n'est pas grave si les mots sont inventés. Grablonf, oustigroun est un doux faramule, car au brontilibeigne, un prédu loulibrof, limitin rabigron, bilgoufine sinimorphe, est un brin plus salut et un souci gribule. Et Vous savez que chaque année, j'écoute la Nuit de la poésie, la première édition à l'ONF. Oui, avec Claude Gauvreau, justement. Je ne lis pas de poètes, mais je les entends plus souvent. Je les écoute toutes, en fait, parce qu'il y en a 3, je pense, qu'on peut écouter. Il y a la première, celle de 80. Oui, qui est assez déprimante. Qui est à l'UQAM, je pense, mais... qui est post-référendaire, je pense. Ça se peut très bien. Donc, d'où peut-être le contexte. Et celle des années 90, où il y a de la chicane à un moment donné, parce qu'il y a des poètes, des jeunes poètes qui ne décollent pas de la scène. Ah, ça, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas écouté. Et Jean-Claude en fait. Labrec revient. C'est Jean-Claude Labrec? Non, c'est. Comment il s'appelle? Non, il était juge à la course Destination Monde. Ah, Jean-Pierre Masse, voilà. Mais j'ai une fascination, moi, pour les Nuits de la poésie. Et Claude Gauvreau, dans la première édition, est incroyable. Et absolument incroyable. C'était aussi tout un personnage. Oui. C'est un colosse aussi, Claude Gauvreau, donc, qui arrive sur scène. Il est extrêmement imposant. Ouais. Et là, donc, il déclame ses textes en exploréant avec une voix absolument de vraiment, là, on pourrait dire... de stentor. De stentor, très, très rauque, très forte, surtout pas rauque, mais forte. Et on sent qu'il y a une timidité en lui et un front de bœuf mélangé. Et cette tension-là, on la sent à chaque seconde quand il parle. En tout cas, la Nuit de la poésie, la première édition, les 2 premières éditions, là, c'est vraiment intéressant. Même si vous ne tripez pas poésie, là, allez les visionner sur le site de l'ONF. Oui, et c'est gratuit et ça vaut vraiment le détour. Moi, je sais, quand j'enseignais le cours de littérature québécoise 40 à nos jours à l'université, j'en montrais toujours des extraits. Ouais. Entre autres, Raoul Duguay qui arrive sur scène avec l'Infonie, c'est quand même... Hey, petit mot du travail de Guillaume Adjuteur-Provost. Les dessins, c'est les extraits du labo? Absolument. En fait, ça, c'est la lecture illustrée. Et pour cette fois-ci, donc, ça a été fait. Wow. Donc, en fait, ce sont des extraits de la poésie de Frédéric Dumont. Donc, un recueil aussi publié à l'écrou, Je suis célèbre dans le noir. Donc, il a pris certains extraits, il les a mis donc en illustration. On est très, très, très heureux aussi donc, de cette collaboration qui donne quelque chose, en fait, disons,
c'est un autre degré, disons, de lisibilité, Oui. mais dans l'ensemble aussi, avec les lignes, là, Ouais. vraiment, ça donne un produit fini très, très beau. Il y a le cahier littéraire. Absolument. Donc, on retrouve, disons, des chroniques habituelles. On pense notamment à Caroline Bézile-Normand avec Liminal, donc qui se penche sur les liens entre littérature et autres disciplines. Oui. Anne Archet aussi, Oui. qui nous propose une chronique ratée. Ça s'inscrit donc dans l'esprit d'Anne Archet que Oui. j'adore vraiment. Convention d'ado. Oui. Réflexion sur l'obsolescence de la photographie. On sait que la photographie occupe beaucoup Jean-François. Il en parle souvent dans Le Devoir, entre autres. Oui, et là, justement, donc c'est une réflexion sur un ouvrage, justement, il y a question de photographie, parce qu'aujourd'hui, donc, on est beaucoup, en fait, justement, sur les archives photographiques, ouais. donc il y a un regain d'intérêt, on pourrait dire, pour la photographie, et là, entre autres, Argentique, entre autres, aussi. aussi, et il s'intéresse, entre autres, là-dedans, au phénomène, en fait, des chambres noires. Et on a aussi, donc, dans cette section vie littéraire, une chronique tournante, métier du livre, et cette fois-ci, on a confié le texte à Nicolas Jaudoin, Oui. qui anime les micros ouverts au bistrot de Paris. Ah Il y a encore là, disons, on pourrait dire un lien avec le dossier sur l'écrou, parce que plusieurs des poètes de l'écrou, je pense à Emmanuel Deraps ou Jean-Guy Forget, qui est très, très près de ce groupe, ont fait leur début en tant qu'auteur en lisant des textes au micro ouvert du bistrot de Paris. Et pour nous, Mégane et moi, donc l'animation de soirée, l'organisation de soirée, appeler des gens, réserver le lieu et tout, c'est un métier de la vie littéraire du milieu du livre et il faut en parler. Est-ce que tout le monde le considère comme ça dans le milieu littéraire ou il y en a qui sont comme non, moi, les open mic, pas pour moi? Ben, peut-être, en effet, oui, que pour certaines personnes, disons, c'est considéré comme, on pourrait dire, ça va de soi. Du parascolaire. C'est du parascolaire, c'est de l'implication, disons ça comme ça. Mais à un moment donné, c'est pas parce que c'est une implication que c'est obligé. Ça peut être fait dans la joie. Ça peut être fait dans la joie et parfois même quand c'est, disons, c'est une implication, c'est une cause qui nous tient à cœur, ça peut devenir aussi, disons, ça peut venir avec une certaine charge mentale. Et s'il n'y avait pas des gens, disons, qui tenaient ça à bout de bras, ben où est-ce qu'il y aurait des scènes littéraires? Donc oui, c'est un métier qui mériterait aussi, je l'espère en fait aussi, qui mérite rémunération, conditions. C'est une job. Tout à fait. Job. C'est un job. Il y a un code promo, encore une fois. Absolument. Pour les auditeurs et les auditrices de la balado. Absolument. C'est le code Savard 201. Oui, donc on a un petit changement, mais disons très minime. Alors, tout ça donc écrit en minuscule, en un mot, SAVARD 201. Oui. Donc, vous vous abonnez, c'est pour l'abonnement papier pour les résidents du Canada. Il faut quand même le dire, c'est un bel objet. C'est un, franchement... Je sais qu'il y en a qui aiment ça, le PDF, puis oui. ça leur dérange pas, puis ils veulent plus qu'on coupe des arbres. Moi, je vis avec mes paradoxes. Comme dirait ma blonde, souvent, quand on a des petits accrochages, puis elle est à court d'arguments, elle va dire, c'est comme ça, je suis complexe. Alors moi aussi, je suis quelqu'un de gauche, mais je suis complexe. J'adore encore le papier et les revues et magazines papier parce que ce sont de beaux objets. Ça paraît que vous y réfléchissez aussi au graphisme, mais abonnez-vous au papier. Allez. Ben, écoutez, moi, je dois dire aussi, je suis très complexe également. J'ai aussi une conscience environnementale, mais je dois dire que lire sur écran après, bon, bien sûr, je ne vais pas non plus influencer vos pratiques de lecture, mais ne serait-ce que le consulter en librairie, aller voir la matérialité, c'est ça. Si vous ne voulez pas faire le saut ou vous êtes en réflexion. La couverture est magnifique. Franchement, puis on va se le dire, entre une version numérique et le papier, les couleurs, les textes, ça ne sort pas pareil non plus. Hein? Bon. Pourriez vendre des laminés. Oui, des couvertures. Écoutez, moi, je pense qu'il y a même La merch! Il y a même un collaborateur du dossier, Fernand Durpeau, qui a publié à l'écrou. On avait fait faire 2 affiches pour le lancement. Il l'a fait encadrer. Voilà. Puis il l'a mis dans son salon. Voilà. C'est magnifique. Hey, Nicolas Giguère, merci. Ça paraissait que je n'avais pas lu le numéro, mais vous avez sauvé la mise. Aucun problème. Moi, j'ai pris, disons, c'est un dossier que je connais beaucoup. Numéro. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci de nous avoir reçus. Ben oui, puis bon été. Merci. Et j'espère qu'on se retrouve à l'automne pour la saison 9. Absolument. Donc, pour le numéro 202 qui sort en septembre. On y travaille. OK. Cool. Allez, merci. Merci. Alors, voilà ce qui conclut non seulement l'épisode 39, mais la saison 8 de la balado. Encore une saison extraordinaire. Je remercie tous ceux et celles qui ont participé à la balado pour cette 8e saison.
Je les nommerai pas tous, vous les connaissez, mais je veux absolument les remercier parce que ce sont des personnes essentielles pour que ce projet-là ait encore une résonance aujourd'hui. Je remercie les chroniqueurs, les chroniqueuses, je remercie les maisons d'édition, il faut quand même le dire, c'est ultra important. Elles collaborent tellement, tellement à ce projet-là, ne serait-ce que pour me fournir les livres qui me permettent des lectures tellement enrichissantes, mais aussi qui font le lien souvent avec les auteurs et les autrices, qui me proposent des sujets, mais souvent c'est moi qui leur écris et la collaboration est toujours extraordinaire. Je pense entre autres aux éditions Éco-Société, chez Luxe également, les éditions du Remue-Ménage, de la rue d'Orion, Moult Éditions aussi, des gens en plus que je croise parfois quand je fais des événements, des enregistrements devant public. Alors, je veux remercier les maisons d'édition, je veux remercier Communauto, bien sûr, qui est au rendez-vous depuis la saison 1 pour me permettre de me déplacer partout au Québec pour aller à la rencontre des gens et d'amener mes micros dans toutes les régions du Québec. Alors merci, grand merci à Communauto, partenaire précieux. Merci aux auditeurs et aux auditrices de la balado. Merci bien sûr pour faire en sorte que ce projet-là fonctionne financièrement. Mais aussi d'être à l'écoute, encore une fois. Ce projet-là est encore pertinent, rejoint encore des gens. Évidemment, c'est jamais gagné, il faut toujours que je reste vigilant, mais bon, j'ai fait des choix d'être moins présent sur les réseaux sociaux parce que j'ai moins le temps, puis parce que les réseaux sociaux, on sait ce qu'ils sont devenus. Et évidemment, il y a des défis derrière ça, mais pour vrai, j'en ai pas du tout souffert. Étonnamment, c'était un pari aussi de ne plus filmer les épisodes pour en faire des extraits parce que j'ai remarqué que ça n'a aucun impact sur les téléchargements. Puis c'est ça qu'on veut dans le fond quand on fait de la balado. J'ai pas juste envie d'avoir plein de gens qui ont vu mon extrait choc de 20 secondes sur TikTok. Je veux que les gens écoutent les épisodes. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, non seulement les gens étaient plus au rendez-vous. Les téléchargements ont augmenté cette saison par rapport à l'an dernier. Ça avait commencé un peu à la mi-saison 7, excusez-moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai cessé de filmer parce que c'est énormément de travail. C'est un travail qui est fastidieux, qui ne me plaît pas. En plus, j'aime pas ça, faire ça. Moi, je fais de la radio dans la vie. Puis je sais que la tendance, on nous demande de filmer, de nourrir la machine, les algorithmes. Et moi, je fais le pari que non. Et grâce à vous, ce pari-là fonctionne. Alors voilà. On va se retrouver pour la saison 9, bien sûr. Je vais aller me reposer. Je vais aller accueillir ce petit bébé qui s'en vient, ce petit loup. Mais on va terminer en musique, bien sûr, pour se mettre de la joie dans le cœur. Et moi, j'en ai eu de la joie quand j'ai su que ces femmes revenaient pour un nouvel album. Je parle de Galant, tu perds ton temps. Vous savez que j'ai un amour marqué pour la musique traditionnelle, particulièrement la musique chantée. Encore plus a cappella. Il n'y en a pas tant au Québec, mais il y a bien sûr les Charbonniers de l'Enfer, mais il y a aussi Galant, tu perds ton temps. Ça fait 20 ans qu'elles existent et qui ont une perspective féministe dans leur pratique de la musique traditionnelle. C'est quand même intéressant. Elles sont 6. Il y a un nouveau membre qui est Louis-Simon Lemieux qui s'est joint à elles, mais sinon, je les salue. Jacinthe Dubé, Josiane Hébert, Evelyne Gélina, Isabelle Payette et Mia Lacroix. Josiane Hébert, on l'a déjà entendu dans un épisode sur le patrimoine vivant qui avait joué dans le fond une pièce vraiment touchante d'harmonium. Et là, quand je parle d'harmonium, je parle de l'instrument, pas le groupe. Josiane n'a pas fait une reprise d'harmonium. Elle a joué de l'instrument, l'harmonium. Nuance, voilà. Importante quand même. Allez fouiller sur le fredsavard.com dans les archives que j'ai revampées d'ailleurs. En fait, j'ai nourri le moteur de recherche, donc ça va être facile à trouver. Et là, elles sortent un nouvel album qui s'appelle Sur le fait. Et là-dessus, il y a une chanson toute simple qui est extrêmement féministe dans mes yeux à moi, de par sa simplicité. Puis j'ai envie qu'on termine avec cette chanson-là parce qu'elle joue en loop présentement à la maison. Puis je la trouve simplement touchante. Elle s'appelle J'ai un beau corps, / reel d'alouette.
2 minutes 33, c'est court, mais c'est brillant en même temps de juste avoir pensé à faire ça. Et je pense que ça va nous mettre de la joie dans notre cœur. Et là-dessus, je vous souhaite un bon été. Reposez-vous. Je sais qu'on va se croiser cet été. Peut-être sur les routes du Québec, si on réussit à avoir l'énergie de sortir avec Baby Lou. Mais on va se croiser à Montréal parce que je me promène beaucoup en vélo avec Miville, qui est rendu un cycliste avéré. Alors, ça me fait toujours plaisir de vous parler. N'hésitez jamais. Et voilà, on se laisse donc avec Galant, tu perds ton temps. J'ai un beau corps, Reel d'Alouette. Bon été tout le monde. J'ai très très hâte de vous retrouver. Je te plairai, alouette, alouette, alouette. Je te plairai, alouette, alouette. J'ai des beaux pieds, j'ai des beaux bras, puis j'ai un beau nez. J'ai des belles mains, j'ai des belles fesses, puis j'ai des beaux seins. J'ai un beau corps, avec mon âme, on est d'accord. Qu'on veut vivre encore et encore, alors on met la peur dehors. J'ai des beaux yeux, j'ai des belles hanches, puis j'ai des beaux cheveux. J'ai des beaux genoux, j'ai un beau dos, puis j'ai un beau cou. J'ai un beau corps, avec mon âme, on est d'accord. Qu'on veut vivre encore et encore, alors on met l'amour d'abord. J'ai un beau front, j'ai une belle gorge, j'ai des beaux poumons. J'ai des belles glandes, j'ai des beaux muscles et j'ai des belles jambes. J'ai un beau corps, avec mon âme, on est d'accord. Qu'on veut vivre encore et encore, alors on met le fun d'abord. Alouette, j'aime la diam, ti la da diam, tim ti la diam, ti la di dam. Alouette, la di dam, ti la da di dam, tim ti la diam, ti la di dam. Tim ti la diam, ti la da di la di dam, ti la diam, ti la di dam, tam ti la diam, ti la da di la di dam, ti la diam, ti la di dam. Ah, j'ai des beaux doigts, j'ai des beaux ongles, j'ai un beau foie. J'ai des belles oreilles, j'ai des beaux coudes et j'ai des belles orteils. J'ai un beau corps, avec mon âme, on est d'accord. Qu'on veut vivre encore et encore, alors on met la peur dehors. J'ai une belle peau, j'ai des beaux reins puis j'ai des beaux os. J'ai un beau colon, j'ai une belle colonne et j'ai des beaux talons. J'ai un beau corps.